Aujourd'hui, nous retrouvons Grégory Jaspard pour un format Se former autour du thème Faire autrement sans s'en vouloir. Grégory est un ancien cadre supérieur de la fonction publique auprès de l'Éducation nationale pendant 18 ans et il s'est reconverti aujourd'hui pour accompagner dans le cadre du coaching en tant que praticien PNL et en tant que consultant en bilan de compétences. Il développe aujourd'hui une écoute et une approche centrée sur l'écoute, le questionnement et la qualité des relations humaines. Et c'est dans ce cadre que Grégory intervient aujourd'hui, je le rappelle, pour un thème Faire autrement sans s'en vouloir. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les recueillerons et nous les poserons à Grégory à deux moments de cette intervention aujourd'hui. Vous retrouverez moi-même dans un rendez-vous le 24 avril dans le cadre d'un rendez-vous pratiqué, une séance de sophrologie autour de Installer le calme. Et nous préparons à la Fémis le mois de mai, un mois spécial puisque c'est le mois où nous retrouvons le 12 mai, la journée internationale de l'EM, et où nous vous préparons une belle journée pour cette occasion. Grégory, si c'est bon pour toi, je te laisse la parole et bon rendez-vous à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pietro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous pour une petite heure pour ce premier rendez-vous de la FEMIS du mois d'avril autour donc de ce thème faire autrement sans s'en vouloir. Je vais ensuite expliciter un petit peu ce que nous avons voulu mettre derrière. Euh, mais je vais commencer par vous présenter un cadre qui va permettre du coup de poser un petit peu l'atelier et vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont être directement en lien avec ce dont on va traiter aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il n'y aura pas de prescription. C'est très important. Moi, mon idée pour moi, mon intention, c'est vraiment de venir vous accompagner et de vous ouvrir des possibles un petit peu dans votre réflexion personnelle par rapport au contexte qui est le vôtre, lié avec la maladie qui est l'EM. Donc vraiment, prenez cet espace comme un espace de réflexion. Et c'est toute ma posture du coach que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Avec ceci, du coup, il n'y aura pas de jugement et de bienveillance. Et évidemment, c'est moi envers vous et vous envers les autres participants, mais également envers vous-même et c'est important de, justement, par rapport à un thème comme celui qu'on va aborder aujourd'hui, de vouloir se faire du bien et de ne pas être dans le jugement. On en reparlera tout à l'heure. La liberté de parole, Pietro l'a précisé, il y aura deux temps finalement de questions-réponses. Un premier temps, après une première partie que j'ai voulu un petit peu plus théorique, où je vous apporterai des définitions. Et ensuite, il y aura un temps vraiment de mise en réflexion individuelle et collective pour ceux qui voudront le partager. Et du coup, vous pourrez, à l'issue de ce temps, poser des questions. Important, et ça sera évidemment aussi la question qu'on va traiter aujourd'hui, de suivre à votre rythme. Si le besoin se fait sentir, vous pouvez tout à fait faire des pauses puisque ce rendez-vous est enregistré et donc vous aurez accès à un replay comme à l'habitude. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous le sentez, de faire une pause et vous reprendrez tranquillement le replay plus tard. Par rapport à cela, est-ce que c'est OK pour vous, pour qu'on fonctionne pour le cadre de l'atelier? Donc voilà, vous pouvez me faire un petit pouce ou alors un pouce avec réagir. Super, merci Sandra, merci Lucas. Et on va pouvoir du coup commencer et je vais donc venir préciser un petit peu ce que nous avons mis derrière le faire autrement sans s'en vouloir, autour de trois objectifs que je me suis posé dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Le premier va être de différencier frustration, culpabilité et honte. Puisque, on le verra, la maladie, hein, que vous n'avez évidemment pas choisie, qui est arrivée comme ça d'un seul coup, dans ce cosmos mental qui est le vôtre aussi, est venue percuter tout votre contexte, tout le contexte dans lequel vous vivez. Et donc, on va voir qu'il y a des émotions comme la frustration, la culpabilité et la honte qui ont pu s'installer. Et on va justement les définir dans un premier temps. Ensuite, on va venir revoir l'estime de soi et on va voir dans le cadre d'une maladie, avec justement un petit peu ce,
tout le contexte qui a été modifié, que l'estime de soi peut être un peu impactée, voire beaucoup. Donc, on va la redéfinir pour qu'on ait les mêmes repères. Et enfin, le temps justement de pratique, de temps de réflexion que je vais vous proposer, va être pour identifier de nouveaux repères pour vous permettre, comme le titre le dit, de faire autrement. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok, super. Alors, merci Sandra. Du coup, on est parti. Donc, je vais venir définir dans un premier temps donc la frustration, la culpabilité et la honte. Ce sont trois termes qu'on utilise beaucoup, mais finalement qu'il s'agit de différencier pour pouvoir bien savoir de quoi on parle quand on les évoque. Alors, ce qui est important pour vous, c'est que finalement, votre fonctionnement, il a changé. La maladie est arrivée, elle s'est installée et votre fonctionnement a changé. Quand je dis votre fonctionnement, c'est votre fonctionnement lié à votre environnement, votre fonctionnement au niveau physiologique, votre fonctionnement au niveau cognitif et votre fonctionnement au niveau émotionnel. C'est vraiment l'ensemble de votre personne qui a diminué et bien sûr qui a changé par rapport à cette énergie qui a été modifiée. Mais ce qui s'est passé au niveau finalement cérébral, c'est que votre tête, votre cerveau continue parfois à suivre les repères d'avant. Il y a eu un changement qui s'est installé, mais votre tête, elle continue d'avoir les mêmes repères d'avant. De la même façon, vous allez continuer parfois à vous fixer la même barre de performance qu'avant. C'est-à-dire vouloir faire les choses de la même façon que avant la maladie. Dit autrement, vous voulez garder le même rythme ou vous voulez avoir la même endurance. La difficulté, et c'était tout l'objet du rendez-vous de la FEMIS du mois de février, c'est que vous pouvez rentrer à ce moment-là dans un cycle de push and crash qui fait que vous pouvez être amené à dépasser vos limites actuelles et à ce moment-là, vous pouvez osciller entre des moments où ça va et des moments où ça ne va pas. Et je vous renvoie du coup vraiment à ce temps de la FEMIS du mois de février avec le docteur Chaboch et la présence de Pietro et de Gaël qui était notre grand témoin pour revenir sur ce cycle-là, qu'il s'agit le plus possible d'éviter. Hein, le docteur Chaboch parlait bien de vraiment d'avoir arrivé à réguler, à faire autrement pour éviter ces grandes oscillations d'activité entre une activité et une grande fatigue. Donc finalement, tout l'enjeu quand on est confronté à un changement de fonctionnement, qu'il y a la maladie dans votre cas, c'est de changer vos repères mentaux, ce que j'ai appelé ici un switch mental, venir switcher, c'est-à-dire je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. Il s'agit d'ajuster, il s'agit de m'adapter par rapport à une maladie, par rapport à une situation que je n'ai pas changée. Et justement, comme je n'ai pas choisi cette situation, et bien du coup, des émotions peuvent apparaître, que sont la frustration, la culpabilité et la honte. Ah, on me dit qu'il y a un grésillement, est-ce que c'est OK? Nadia nous indique qu'il y a un Alors, grésillement. a priori, c'est bon chez moi. Je ne sais pas C'est si ça bon. le fait à certains autres. C'est bon également pour Donc, Annie. il n'y a pas de D'accord. souci ailleurs. Donc, a Je priori, vais Nadia, continuer du ça vient de coup chez et Nadia, je vous inviterai peut-être à regarder le replay. Désolé pour cette perturbation chez vous. Donc, si on vient définir ces trois émotions, ce qui peuvent apparaître, tout d'abord, elles sont liées à un sentiment d'impuissance. On a dit qu'il y a eu un basculement, un changement qui vous a été imposé par rapport à un avant et un après la maladie. Du coup, vous pouvez ressentir un sentiment d'impuissance. Je n'arrive plus à faire les choses comme je pouvais le faire. J'ai un sentiment d'échec personnel qui s'est installé. Et en lien avec ce sentiment d'échec, en lien avec ce sentiment d'impuissance, naît la frustration. La frustration, c'est, si je la résume autour d'une phrase que vous pouvez être amené à vous dire, c'est je voudrais en faire plus. D'accord? D'autant plus, encore une fois, que dans votre repère mental, vous avez le fonctionnement que vous aviez avant la maladie, l'apparition de la maladie. Ensuite peut naître la culpabilité. Cette culpabilité d'une phrase, c'est je m'en veux de ne pas y arriver. La culpabilité est vraiment liée à une notion de faute, finalement. Dire c'est de ma faute, je n'y arrive pas. Cette notion de culpabilité peut bien sûr être amplifiée, augmentée par votre environnement qui peut vous signifier que vous n'y arrivez pas. Ça peut être votre environnement proche, mais ça peut être aussi parfois un environnement médical en fonction voilà, des praticiens, des médecins que vous rencontrez et qui peuvent prendre la mesure de la situation que vous vivez. Et la honte,
que j'ai résumé autour de cette phrase que vous pouvez parfois vous dire, qui est « je cache ce que je vis ». C'est-à-dire que ce changement qui a été imposé a fait en sorte que mon fonctionnement a été modifié, a changé entre un avant et un après, mais je préfère le cacher. J'en ai honte parce que je n'y arrive pas, je voudrais y arriver et du coup, je vais avoir tendance à me renfermer, à m'isoler pour cacher ce que je vis. Ce sentiment de honte, encore une fois, peut être exacerbé par l'environnement plus ou moins proche. Si on continue, du coup, et vous allez voir que l'estime de soi va être impactée. Alors, j'aime bien redéfinir d'abord l'estime de soi, parce que c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les médias, dans le développement personnel, hein, on l'utilise énormément, mais je voudrais qu'on soit vraiment au clair sur ce qu'est l'estime de soi et comment elle fonctionne surtout. Alors, l'estime de soi, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas on en parle souvent comme un résultat. D'accord? C'est-à-dire, bah, il faudrait que tu aies un peu plus d'estime de toi, comme un peu plus de confiance en toi, comme si avec une baguette magique, voilà, en claquant des doigts, ça pouvait arriver. Mais non, parce que l'estime de soi, finalement, elle se construit par rapport à une perception de votre compétence. D'accord? C'est-à-dire que justement, par rapport au fait d'arriver à faire des choses, par rapport au fait d'arriver à relever des challenges, par rapport au fait d'arriver à réaliser, à mener à bien les objectifs que vous fixez. Dit autrement, c'est le sentiment du pouvoir agir. On parle d'efficacité personnelle. Je me donne un objectif et j'arrive à réaliser cet objectif. J'arrive à aller au bout de ce que je veux faire. Et donc, du coup, vous comprenez bien que par rapport à ce fonctionnement qui a été modifié, par rapport à vos repères mentaux qui parfois sont encore sur l'avant, les objectifs que vous vous donnez doivent être ajustés. Puisque sinon, de par vous-même, vous pouvez aussi vous mettre dans un sentiment d'impuissance puisque je n'y arrive pas. Alors je le dis tout de suite, bien sûr, parfois l'environnement peut, il ne prend pas la mesure justement du changement de fonctionnement chez vous, peut vous mettre une pression, d'accord, qu'elle soit professionnelle, mais ça peut être aussi une pression au niveau du cercle familial, voire du cercle amical, en disant, mais pourquoi tu ne viens pas à telle soirée, pourquoi vous avez besoin de travailler en télétravail, etc. Et si, évidemment, vous n'arrivez pas, vous, à exprimer ce changement de fonctionnement, eh bien, du coup, vous allez vous confronter à ce sentiment d'impuissance que j'ai évoqué plus tôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, voilà, je vous ai un petit peu schématisé, ce schéma qui est très très connu hein, avec les échelles, c'est que mon fonctionnement avec la maladie a changé, donc du coup, la barre est beaucoup plus haute. Donc, il s'agit pour moi, parfois, il va falloir le forcer par rapport à votre environnement qui ne va pas être forcément compréhensif. Il va falloir baisser la barre pour vous donner le sentiment d'efficacité, le pouvoir d'agir et vous permettre de réussir par rapport aux objectifs que vous êtes donnés. Passer donc d'un épuisement, d'une frustration, d'une honte, d'une culpabilité à un respect, une douceur envers vous-même et un ajustement. Et je redis que c'est à la fois une lutte par rapport à vous-même, mais c'est aussi parfois une lutte par rapport à un environnement qui peut venir vous challenger sans prendre la mesure de ce que vous vivez. Ce qui est important par rapport à l'estime de soi, c'est aussi de mesurer que si je me donne des objectifs que je n'arrive pas à atteindre, cela peut faire naître de la frustration, de la honte, comme je l'ai dit, mais également de l'anxiété. D'accord? L'anxiété, couramment on peut parler de stress, et donc là on est sur une émotion, et donc une fatigue émotionnelle qui vient se rajouter à une fatigue cognitive et une fatigue physique qui peuvent être déjà présentes. Donc on va essayer ensemble de voir comment je peux fonctionner autrement pour éviter de me rajouter de l'anxiété, du coup rajouter une fatigue émotionnelle à une fatigue physique et une fatigue cognitive que je peux déjà connaître. Et je voyais effectivement dans le chat, il y a toute l'idée de faire accepter.
Alors, ça pourrait être l'objet d'ailleurs d'un autre rendez-vous autour de la communication, comment je peux faire accepter, comment je peux communiquer, comment je peux faire comprendre à un cercle proche ou à un cercle professionnel ce que je vis. Est-ce que à ce stade, il y aurait des questions par rapport aux définitions que j'ai pu donner? Alors, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pendant que je prends la parole et fais remonter plutôt des remarques. Mhm, Il y a eu deux remarques autour de la question notamment de l'environnement. Un rappel autour de l'environnement et de la société qui fait culpabiliser énormément mhm, et qui n'aide pas évidemment à accepter ces nouvelles limites. On entend aussi souvent parler de validisme concernant tout cela, et aussi quelqu'un qui évoque la culpabilité qui vient de son environnement, le fait qu'on la rend coupable, et que du coup, pour pallier à ça, bah, la personne en l'occurrence, franchit ses limites et va au-delà de ce que le corps peut accepter. Donc là, les deux premières voilà, remarques viennent surtout sur l'environnement et est-ce que voilà, ça te parle, est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? ouais, tout à fait, parce que toute la difficulté, il ne viendrait pas à l'idée, finalement, d'une personne, que ce soit proche ou encore dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial ou amical, il ne viendrait pas à l'idée de dire à une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, lève-toi. D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Et toute la difficulté selon le stade, hein, évidemment, et, du stade de la maladie où vous en êtes, c'est que c'est parfois invisible, d'accord? Et que toute la notion de fatigue peut être par l'extérieur interprétée comme une paresse, comme un manque de volonté. Et parfois même, hein, et c'est tout le drame, je trouve, quand on peut voir certains articles, parfois même dans le milieu médical, vous pouvez vivre cela, d'accord? De dire, ben, vraiment, c'est un manque de volonté, bougez-vous, mais bien sûr, c'est au-delà, puisque c'est on s'appelle une maladie en plus très complexe, avec différents symptômes, et donc du coup, qui peut en plus être différent selon les personnes. Donc il y a une généralisation que peuvent faire certaines personnes, de dire, OK, bon, bah, j'ai la grippe, je suis fatigué, mais vous, il y a plusieurs symptômes qui interviennent à ce moment-là. Donc, c'est comment, effectivement, déjà à votre niveau, arriver à neutraliser cette culpabilité que peut faire naître l'environnement pour ne pas, comme l'a dit Pietro, dépasser les limites et risquer d'aller jusqu'au crash, du coup jusqu'au malaise aussi post-effort qui peut du coup s'installer. Et on le sait, plus ce cycle va venir se répéter et plus vous allez en être impacté. Et ensuite, on a des retours là qui viennent d'apparaître, notamment autour de l'anxiété du rôle de l'environnement, encore une fois on l'a dit, mais aussi de l'environnement médical et de la psychologisation de la maladie qui amplifie l'anxiété. Donc là, on a deux questions. On a, par exemple, est-ce que tu peux rappeler comment naît l'anxiété par rapport à ce qui vient d'être dit? On nous redemande Mhm. ça. Et comment on peut aussi, comment on pourrait agir face à ça, face à cette anxiété? Est-ce qu'il y a des pistes pour gérer ça? Ouais. Et l'anxiété, effectivement, naît du fait que je me donne un objectif ou le contexte, la société me donne un objectif que je n'arrive pas à atteindre parce que mes batteries, mon énergie est impactée. Et l'anxiété va naître par rapport donc c'est le stress va naître par rapport à cette barre, si je reprends l'image, qui est trop loin, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, et du coup va entraîner cette fatigue émotionnelle dont je parlais. Alors, en termes d'anxiété, ce qui est, et ça fait le lien avec du coup le rendez-vous que vous proposera Pietro le 24 avril, cette anxiété qu'on peut ressentir peut être, il y a des outils comme la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, pour, au moment où naît cette anxiété, venir la gérer pour finalement la faire redescendre et éviter d'avoir envie d'aller franchir ses limites. D'accord? Mais ce qui est intéressant aussi quand on veut traiter une émotion, c'est de venir identifier la source de cette émotion. Donc, est-ce que cette anxiété est née justement d'une pression de mon environnement ou d'une pression que moi-même je me mets parce que justement ces changements de repères mentaux n'ont pas été opérés? C'est important de voir les deux. Parfois, ils sont en même temps. Et comment je peux agir avec mon environnement?
comment je peux leur expliquer ma situation qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas non plus comprise, parce qu'encore une fois, il y a des projections, il y a des interprétations en termes de mauvaise volonté, en termes de, comme tu l'as dit, Pietro, psychologiquement, quelqu'un qui, du coup, se laisserait aller et qui ne ferait pas l'effort d'eux. Tout à fait. Et je reviens sur des remarques qui sont faites donc dans le chat. On le rappelle, hein, effectivement, ces discours sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre en fonction de la sévérité. Est-ce que là, quelqu'un évoque l'état sévère, très sévère, qui s'apparente à de la torture? Et je me permets voilà, de rappeler de ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par des professionnels de santé, que ce soit des médecins, pourquoi pas pour des accompagnements médicamenteux, ou des professionnels type psychologue ou autre notamment quand la situation déborde ou devient impossible et plus que difficile à vivre. On a aussi une remarque sur oui, la remise en cause souvent de l'entourage. Tu évoquais Mm, l'invisibilité de la maladie. Et donc il y a cette idée aussi de devoir se battre en plus contre les autres. C'est-à-dire il y a le combat contre la maladie, le combat contre les autres. Est-ce que finalement, donc on parle de l'acceptation des autres, mais est-ce que c'est un combat, est-ce que voilà, est-ce que ce combat doit être mené, comment on peut appréhender ce combat-là face aux autres qui ne comprennent pas toujours, ne voient pas cette maladie? mm. Mais toute la difficulté, à mon sens, c'est pour ça que nous avons orienté ce rendez-vous par rapport à cela, c'est que déjà cette acceptation, ce micro-deuil, il s'agit pour vous de le faire. Déjà, et c'est toute la difficulté par rapport aux émotions qu'on a évoquées tout à l'heure, qui étaient la culpabilité, la honte, voire la frustration. Euh, Parce que j'allais dire, l'environnement va pouvoir aussi parfois s'engouffrer dans une faille quand on sent que la personne, justement, ben, elle n'est pas très à l'aise. Et quand une personne est dans la honte et elle veut se cacher, elle veut cacher ce qu'elle considère comme laid, il ne faut pas que les gens le voient. C'est pas beau ce qui m'arrive, d'accord, alors que je ne l'ai pas choisi. Ben, parfois, des personnes, effectivement, peuvent encore moins accepter parce qu'elles ressentent que, elles voient que vous-même, vous ne l'acceptez pas. Donc là, c'est vraiment un travail. Et je te rejoins tout à fait, Pietro, sur le fait de venir se faire accompagner pour savoir comment je vais pouvoir, moi, prendre ma place aussi par rapport aux autres, pour ne pas venir subir cette pression, pour ne pas venir subir cette culpabilisation, pour ne pas venir subir euh, cette incompréhension que la société, voilà, au sens général, peut créer chez moi, en fait. Hmm. Euh, et c'est en ça que il y a un travail qui peut être fait au niveau vraiment de la respiration pour venir apaiser cette anxiété. Il y a tout un accompagnement évidemment médical pour venir, en particulier dans les moments de crash ou de phase sévère de la maladie, effectivement, qui peut être pris en charge, et un travail effectivement vraiment d'accompagnement. Et c'est aussi, à mon sens, tout l'objet des rendez-vous que vous avez dans la famille, où il y a des partages d'expériences pour venir déposer, voir qu'on n'est pas seul et peut-être prendre des stratégies qui ont pu être mises en place par d'autres personnes pour justement se faire comprendre de ses proches, expliquer la maladie et en cela aussi, on l'avait dit, hein, ne pas hésiter à partager justement toutes ces petites vidéos et ces petites conférences, hein. Je repense encore une fois au rendez-vous du mois de février du docteur Chaboch qui expliquait la maladie, ce que c'est. Parce qu'au départ, cette non-acceptation, je pense qu'il y a quand même, en tout cas je l'espère, c'est aussi une incompréhension, souvent, parce qu'il y a, encore une fois, c'est invisible, selon le degré bien sûr, de la maladie. Et j'en profite parce que ça réagit dans le chat. Concernant les professionnels de santé, n'hésitez vraiment pas, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une professionnelle de santé, à envoyer un mail à la FEMIS sur l'adresse secrétariat contact et on a des bases où on peut voilà, vous dire il existe quelques professionnels de santé, ils sont pas nombreux malheureusement à être formés ou à être sensibles à l'EM, mais il en existe quelques-uns dans plusieurs domaines qui du coup peuvent voilà, vous accompagner. Le bouche à oreille aussi, ne pas hésiter à demander, quand il y a des fois des groupes de parole, des groupes qui se créent, des professionnels ou des contacts. Le bouche à oreille fonctionne très bien, puisque en général, le ou les professionnels ont été éprouvés, donc ce sont en général de bons conseils. Et je vois aussi quelqu'un qui évoque, il existe aujourd'hui malheureusement
L'idée qu'on peut se soigner par la pensée positive, etc. Alors il faut être voilà, très vigilant avec ça. Déjà pourquoi? Parce que dans le M, les cas sont vraiment tous différents. On le sait aujourd'hui, il y a des sous-groupes qui se dessinent. Il y a tellement de symptômes, de comorbidités que chaque personne est unique. Donc déjà, parler de être injonctif ou dire telle ou telle chose va fonctionner, c'est un peu délicat, je trouve. En Mhm. tout cas, c'est un discours qu'on tient. Et deuxièmement, il faut être aussi, voilà, il y a une réalité de la maladie qui, à un moment donné, est une maladie difficile, multisystémique et qui nécessite, enfin, si on fallait soigner par la pensée positive, ça se saurait. Et voilà, par contre, ce qui est une réalité, c'est que arriver à gérer justement ces émotions comme l'anxiété, le stress, la culpabilité, la honte, etc. Arriver à mieux appréhender son environnement, etc. est une aide en fait, est Mhm. un levier pour justement diminuer la fatigabilité émotionnelle, souvent en lien avec ce stress et cette anxiété, et retirer finalement un caillou du sac en quelque sorte euh, Mhm. que la maladie fait porter, quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à cette finalement positive attitude qui en fait est comme, qui apparaîtrait comme une baguette magique. Le cerveau a besoin de savoir qu'il peut réussir. Donc c'est si je me donne des objectifs, si je fais autrement, si j'apprends à être frustré, c'est-à-dire à dire OK, je ne peux pas faire comme avant actuellement, je ne peux aujourd'hui, je ne peux pas faire comme hier, mais peut-être que demain je pourrais peut-être rajouter 5 minutes par exemple d'une activité. Le cerveau va voir qu'il peut, comme ça s'appelle, réussir et qu'il peut atteindre ses objectifs. Donc au-delà de la pensée positive, c'est vraiment de faire en sorte que dans mon quotidien, et ça va être toute la transition vers ce que nous allons faire ensuite, se donner des objectifs par rapport aux activités qui prennent la mesure de mon enveloppe énergétique du moment. Parce que si je n'ai pas fait ce switch mental, je n'ai pas changé mes repères mentaux, et je continue de fonctionner dans ma tête avec la même barre de performance, en voulant atteindre les mêmes objectifs, c'est-à-dire en n'acceptant pas la frustration, et c'est toute la difficulté, et ben du coup je peux me mettre dans le rouge et je peux me mettre en difficulté. Mm. Donc si je dis ok, euh, là, il ne s'agit pas de rien faire, parce que le cerveau, c'est compliqué aussi pour se dire non, je vais rien faire, mais dire ok, là, je vais faire qu'une activité de 5-10 minutes, et après, je verrai pour venir augmenter de 5 minutes après 5 minutes. Mais si je me mets tout de suite une activité de 1 heure, je risque d'être confronté à ce sentiment d'impuissance, à être dans une inefficacité personnelle qui va créer ce sentiment de honte, toute cette anxiété dont on parle en fait. C'est tout l'art du pacing, de Mm. justement alterner entre activité, repos, et puis mettre en place des stratégies comme prioriser, fractionner, etc. Exactement. Grégory, si ça te va, je te propose de continuer Continuez, tout et à fait. n'hésitez pas à continuer à, voilà, à faire vos retours, vos remarques et vos questions dans le chat. Merci en tout cas pour tous ces partages et ces approfondissements par rapport voilà, au quotidien, parce que c'est vous, évidemment, qui connaissez votre maladie, et encore une fois, une maladie qui ne peut pas être généralisée dans ses symptômes, parce que chacun, il y a autant finalement de M d'individus qui en souffrent. Du coup, si on continue et on va aller justement vers un petit peu faire autrement. Le but aujourd'hui, c'est d'être assez pratico-pratique, de rentrer dans votre quotidien. Je vous le demande, si vous le souhaitez, de venir repérer une situation concrète de votre quotidien. D'accord? Encore une fois, en fonction de votre niveau d'énergie du moment, vous le faites. Sinon, vous aurez tout à fait l'occasion de le refaire avec les replays. On est vraiment de l'idée de vous autoriser à faire une pause à ce moment-là, de dire je reporte. Alors, ça peut être pour vous aider, ça peut être par exemple au niveau de préparer un repas. Ça peut être l'idée de prendre une douche. Vous voyez, on est vraiment sur des cas très, très concrets du quotidien et des choses que d'autres personnes pourraient dire bah, assez simples, mais qui peut effectivement, dans votre cas, venir parfois être compliqué, qui peut être parfois compliqué. L'idée de répondre à des messages, l'idée d'entreprendre des démarches, l'idée de ranger la maison, par exemple, d'accompagner des enfants, pour celles et ceux qui en ont, ou de gérer des rendez-vous. Donc, je vous demande vraiment de noter une situation concrète de votre quotidien.
Une fois que vous avez repéré cette situation, vous allez venir identifier, conscientiser la barre de performance que vous mettez. Si je prends l'exemple, par exemple, des démarches administratives, la barre serait de dire, il faut que je fasse, on est en plein dedans, ma déclaration d'impôt aujourd'hui, en moins d'une heure, ou que je fasse toute ma déclaration d'impôt. Et on sait à quel point ça demande une énergie cognitive, voire émotionnelle parfois, quand on sent que on ne comprend pas un petit peu toutes les démarches à faire. D'accord? Donc, identifiez la barre de performance que vous mettez par rapport à la situation que vous avez choisie. Ensuite, je vais vous demander de venir identifier le degré de frustration, de honte et de culpabilité que vous pouvez ressentir quand, justement, cette activité du quotidien, vous avez du mal à la réaliser. 1 étant degré de frustration 0 à 10 extrêmement frustrant. Et enfin, venir identifier par rapport à la situation, l'activité que vous avez choisie, quel est le niveau d'énergie physique, le niveau d'énergie cognitive et ou le niveau d'énergie émotionnelle que vous devez investir. Vous pouvez mettre de 1 à 10 ou en pourcentage si c'est plus clair pour vous. Par exemple, si je reprends l'exemple des impôts que j'ai donné tout à l'heure, l'énergie cognitive que cela demande de remplir une déclaration d'impôt peut être de 90-100%, parce qu'il faut que je sois très concentré, il faut que je sois très attentif, il faut que je comprenne ce qu'on me demande dans toutes ces cases avec des numéros et des lettres. Donc, c'est une énergie cognitive importante. Est-ce que tout le monde a sa situation de référence? C'est bon, je vois que Lucas hoche de la tête. Sandra aussi, merci. Donc, on va la garder et puis du coup, on va essayer de voir comment on peut faire autrement. Alors, bien sûr, je vais aborder des choses qui sont connues, hein. Je n'ai pas prétention de venir évidemment révolutionner, mais notre idée, c'est de vraiment de poser des choses. Du coup, on va aller vers ces nouveaux repères. Faire autrement. Alors, faire autrement, ça peut être faire moins. Ça peut être également faire plus lentement, faire en plusieurs fois, cette fragmentation de l'activité. Évidemment, quand cela est possible, mais si ce n'est pas possible, il faut du coup voir si je vais être obligé de la reporter. On va y venir. Faire plus simplement. Faire avec une aide, quand cela est possible. Et ou faire plus tard. Alors du coup, pour illustrer un petit peu tout cela, j'ai pris l'exemple justement des messages, d'accord? Et je vais vous la donner après. Toute l'idée, c'est de passer dans la tête, encore une fois, dans mes repères mentaux, de la version optimale à une version qui serait plus douce énergétiquement pour vous, et une situation qui ne serait pas un renoncement, mais un ajustement. Parce qu'effectivement, le cerveau, quand on doit renoncer, la tête, c'est compliqué. C'est là où ça peut faire naître de la culpabilité ou de l'anxiété. Mais juste se dire que c'est un ajustement par rapport à l'enveloppe énergétique dont je dispose au moment où je vais entrer dans cette activité. Donc je disais, je vais prendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de répondre à mes messages. Alors si je dis faire moins, dans cette activité de répondre à des messages, hein, ça peut être des messages, des mails ou sur un téléphone portable, vous choisissez, ça peut être de répondre seulement à un ou deux messages. J'ouvre ma boîte mail, j'en ai 10, j'en ai 20. Eh bien, je me dis, là, par rapport à mon enveloppe énergétique, physique, cognitive et émotionnelle, je vais faire le choix de ne répondre qu'à un, deux ou trois messages.
Mais l'idée, c'est que je rentre dans l'activité, donc je ne suis pas en train d'éviter l'activité, mais je rentre dedans, mais j'ajuste du coup la barre de performance en me disant, ben là, je vais faire un ou deux, et peut-être que je vais faire une pause, et je vais y revenir. Plutôt que finalement de se dire, je vais tout de suite me mettre une barre à 15-20 messages, je vais me rendre compte en cours de route que je n'y suis pas arrivé. La seule difficulté, c'est qu'au lieu de se dire, ben oui, mais t'en as fait que 5, non, on ne voit pas ce qu'on a fait, on ne voit pas le verre à moitié plein, on voit ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc on ne voit pas les 5 messages que j'ai réussi à faire, mais on voit les 10 que je n'ai pas réussi à faire par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Faire plus lentement, dans le cas de répondre à des messages, ça va être me fixer un temps pour rédiger. Ok, là, je me dis que ce message-là, par rapport à sa complexité, par rapport à ce qu'on me demande, ok, je me laisse une demi-heure pour répondre, une heure s'il faut, voire plus. Je ne suis pas obligé de répondre à la seconde. Et en 5 minutes, faire en plusieurs fois la fragmentation. Je rédige, je fais une pause avant d'envoyer, par exemple, si je souhaite relire, si je souhaite compléter. C'est des choses très simples. Mais vous voyez que finalement, on se dit, ben, ok, on peut faire autrement. Mais l'idée, c'est que cette activité, je ne la fuis pas. J'essaie juste d'ajuster pour la mener à bien en me respectant et en respectant mon enveloppe énergétique. Faire plus simplement, c'est faire une réponse plus courte, sans tout expliquer à ce moment-là. Faire avec une aide, alors là, je ne suis pas parti sur une personne volontairement, mais plutôt de se dire, est-ce que je peux dicter le message? Est-ce que je peux envoyer un message vocal si je suis par exemple sur mon téléphone portable plutôt que de rédiger? C'est plus facile pour moi, c'est moins coûteux énergétiquement que de faire un message vocal plutôt qu'un message écrit. Faire plus tard, ça va être aussi par exemple de définir le degré d'urgence de ce message que j'ai pour prioriser et reporter ceux qui à ce moment-là ne sont pas urgents. Et effectivement, je vois Audrey tout à fait qui dit, quand on parlait d'aide, les intelligences artificielles, effectivement, hein, peuvent venir vous aider. C'est juste de voir, vraiment de les familiariser pour que ce ne soit pas un coût énergétique supplémentaire au début pour savoir utiliser l'intelligence artificielle, mais effectivement, elles peuvent vous faire gagner du temps, effectivement, dit Florence, qui utilise ChatGPT. Donc voilà cet exemple des messages. Donc maintenant, ça va être à vous, par rapport à votre situation de référence que vous avez choisie au début, je vous invite à, de la même façon que ce que je vous ai proposé, de descendre ces différents repères pour faire autrement, faire moins, faire plus lentement, faire en plusieurs fois, faire plus simplement, faire avec une aide ou faire plus tard. On se laisse quelques minutes et voir pour vous comment je peux par rapport à cette situation de référence qui pouvait me créer de la culpabilité, de la honte, de la frustration, comment je peux faire autrement, comment je peux ajuster. Est-ce que quelqu'un souhaite dans le chat ou en ouvrant son micro, partager un petit peu la situation de référence et ce qu'elle peut proposer? Que le but, c'est aussi de partager
Ouais. Ça peut être, voilà, n'hésitez pas si vous pouvez lever la main si vous voulez vous manifester et prendre la parole, ou effectivement partager dans le chat et je pourrais remonter aussi. Et j'en profite le temps que ça se manifeste de rappeler que, évidemment, chacun, chacune fait ce qu'il peut, que Mm, nous sommes dans des situations où ce n'est pas facile et qu'en fait, ça a été dit justement que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'en fait tout ça ce sont des pistes et des chemins et que c'est petit pas par petit pas, parfois des petits pas en arrière, qui sont aussi parfois nécessaires à l'apprentissage malheureusement et que évidemment c'est il y a, tous ces changements s'effectuent sur des temps mm, moyens voire des temps longs. Alors n'hésitez pas voilà, à partager. Sinon, sur le chat, il y a par exemple évoqué sur la nourriture le fait de manger surgelé, donc de faire plus simplement. Par exemple, le fait d'appel à une aide, c'est pour le ménage, par exemple, de demander soit les aides qui existent, soit si les moyens le permettent, d'appeler, de faire appel à une société extérieure. J'entends aussi là sur le, comment dire, l'administratif, le fait d'avoir fait un dossier MDPH en 6 mois, c'est-à-dire d'avoir pris le temps de faire ces dossiers qui sont complexes. Euh, Là, quelqu'un évoque le fait d'avoir suivi une formation, c'est de l'avoir fait en plus longtemps que prévu, d'avoir fait mm. en 4 ans au lieu de 2 ans, donc on est en faire plus lentement. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et c'est là où on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça peut être frustrant de se dire, ben non, j'ai tant de messages auxquels je dois répondre et je dois faire le choix d'en répondre qu'à 5 sur les 20 qui s'affichent sur mon écran. Je dois faire le choix de, comment ça s'appelle, faire plus simplement, de répondre en 5 lignes, alors j'avais prévu de répondre en 15, en 20. Effectivement, c'est une frustration et c'est tout justement ce temps qui va être nécessaire pour, parfois en étant accompagné, de venir travailler pour dépasser. Et on insiste évidemment, ce n'est pas chose facile, hein. Il ne s'agit pas du tout de minimiser et de dire tout va se faire, encore une fois, avec un coup de baguette magique, c'est très compliqué. Mais en tout cas, en termes d'émotionnel, parce que là on est beaucoup sur l'émotionnel, ça permet petit à petit de venir enlever une perte d'énergie émotionnelle. Et je voyais la question, quelle est la différence entre physique et émotionnel? C'est très lié puisque l'émotionnel va avoir impact sur le physique, on le sait. Cet émotionnel va en particulier pouvoir se manifester quand on est dans une rumination mentale. On n'arrête pas justement de se dire j'aurais pu faire plus, j'aurais pu, c'était mieux avant, voilà, tout cela, c'est des émotions qu'on fait. Et c'est pour ça que je parlais et que c'est psychologiquement, on peut être accompagné parce qu'il peut y avoir vraiment un deuil à faire, de dire ben, je ne peux plus effectivement fonctionner comme avant, mais je vais, il y a des possibilités d'ajuster, il y a des possibilités de faire autrement pour quand même arriver, selon encore une fois le degré de sévérité de la maladie par rapport à la phase où j'en suis, de vivre autrement, bien entendu, mais de continuer à vivre. En tout cas, c'est un petit peu le message par rapport à tout ce qu'on peut vous partager, qu'on souhaite faire passer. Ce que je me permets de rebondir, ce qui est important aussi, c'est de se dire, en fait, j'ai une enveloppe énergétique. Mm, Et la maladie qui est le M ne me permet plus de la dépasser. Pourquoi? Parce que la conséquence, c'est le malaise post-effort, le crash, qui n'est certainement pas facile à vivre et qui plus est, quand il est répété dans le temps, amène à une possible dégradation de la maladie. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mon enveloppe énergétique, en fait, le fait de ne pas la dépasser, déjà, ce n'est pas négociable. En mm, fait, c'est d'accepter ça. C'est mon traitement. C'est une partie de mon traitement. Et donc maintenant, comment je compose avec mon enveloppe énergétique? Alors, on a la théorie des cuillères, on peut visualiser des billes, des pourcentages, comme tu l'as évoqué, mm, et c'est se dire comment je peux arriver à caser ce que j'ai à faire. Donc, soit cette enveloppe est immense et tant mieux, je peux tout faire, ce qui est rarement le cas dans le cas des maladies comme le M, soit il va falloir faire autrement. Alors, il y a continuer à faire, comme tu l'évoques, ça peut être mm, aussi déléguer complètement, mm, ça peut être ne plus faire. Et dans le continuer à faire, c'est toutes ces pistes-là. Et en fait, ce qui est intéressant ici, ce que j'entends, et je te remercie Grégory, c'est de se poser la question. C'est-à-dire, à un moment donné, de se poser, de se dire, mais en fait, je ne peux plus cuisiner 2 repas complets
goûtus par jour. Parce que c'est trop coûteux en termes de préparation, en termes de préparation, et puis après de cuisine, de vaisselle, etc. Donc comment je fais? Et c'est là où c'est intéressant, je trouve, c'est cette liste, c'est de se poser la question. Et par Mhm. exemple, la toilette, qui est souvent quelque chose qui est coûteux en fait, parce qu'il faut se lever, il y a un changement c'est orthostatique, l'eau chaude sous la douche, le fait d'être debout, de s'habiller, c'est loin d'être négligeable. Et effectivement, là, ça revient, mais c'est faire moins, c'est dire, bah, en fait, je prends une douche qu'un jour sur deux. C'est de se dire, tiens, j'y pense et je l'acte. Faire plus lentement, c'est de se dire, mais en fait, là, avant, je prenais ma douche en 5 minutes, je vais prendre une demi-heure. Je vais m'asseoir, je vais faire des pauses. Je vais d'abord me laver et puis prendre le temps avant de m'habiller complètement, par exemple. Donc, je mets un peignoir, le temps de transition. Faire en Mhm. plusieurs fois, c'est ce que voilà, c'est aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire de couper les démarches dans la toilette. Faire plus simplement, c'est de se dire, bah, je passe à la toilette de ce que nous on appelle à la maison la toilette de chat ou aux lingettes, par exemple, et donc moins de douches, par exemple, qui sont plus coûteuses. Faire avec une aide, ça peut être installer dans son environnement un tabouret, demander à la MDPH de mettre tous les dispositifs d'aide, par exemple, pour pouvoir se lever dans la douche ou pouvoir s'asseoir, ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi là ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se poser de permettre d'avoir un support pour se poser la question et trouver ses solutions. Complètement, il y a cette idée que j'ai pas choisi d'être malade. Néanmoins, par rapport à ce sentiment d'impuissance de l'avant de l'après par rapport à l'avant, eh bien, je vais pouvoir ajuster certaines choses pour continuer à fonctionner en me respectant dans mon enveloppe énergétique du moment et aussi au niveau mental. Parce qu'encore une fois, si je continue dans mes repères d'être comme avant, je vais justement me mettre dans une spirale émotionnelle qui va être compliquée à gérer. Complètement. On a encore aussi voilà, des retours, beaucoup de conseils sur en fait, des gens qui partagent le fait que voilà, bah, ils répondent à moins de messages, les interlocuteurs le savent et doivent l'accepter. Que pour le ménage, fractionner, renoncer, demander de l'aide aux autres, à ceux qui ont de l'énergie dans la cellule familiale, faire appel aux aides institutionnelles, faire appel à ses droits, les droits de la MDPH, de la Sécu par exemple. Le fait bah, effectivement d'adapter, là, quelqu'un évoque d'avoir un bidet portable pour Mm. la toilette, etc. Donc c'est vraiment aussi, bah, on revient à ce que l'enseignement du pacing, c'est l'adaptation aussi, notamment par cette liste que tu nous donnes sur ces nouveaux repères, et effectivement qui permet d'être dans, c'est mon objectif à moi, il est Mhm. réaliste, et du coup Atteignable. j'arrive à l'atteindre. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, Je te propose de continuer, Grégory? tout à fait. Tout à fait. Du coup, on arrive de toute manière vers la fin par rapport à ce rendez-vous d'aujourd'hui. L'idée, justement, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, je vous ai proposé un acronyme autour de ce terme, justement, de pacing, dont vient de parler Pietro, et qui était justement présenté. Je fais le lien encore une fois avec le rendez-vous du mois de février. Hein, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, c'est un rendez-vous très, très important qui balayait un petit peu euh, toute la maladie au niveau clinique, justement, avec un docteur qui était présent. Et puis après, un témoignage de Gaël qui nous partageait justement sa façon de fonctionner, qui était la sienne personnellement par rapport à son contexte familial de mère de trois enfants. Voilà, je vous invite à donner des exemples précis de sa manière de fonctionner qui peuvent être inspirantes pour vous et que vous allez ajuster, encore une fois, en fonction de vous-même et de votre enveloppe énergétique du moment. Donc par rapport à ce mot pacing, je vous propose un acronyme qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a pu se dire pendant ce rendez-vous. Le P de prendre en compte mon enveloppe énergétique du moment. J'ai vu qu'il y avait une question de Barbara qui dit bah justement, moi j'ai du mal à savoir comment conscientiser, prendre en compte mon enveloppe énergétique. On pourra peut-être prévoir des outils, un rendez-vous autour d'outils qui pourront vous accompagner par rapport à cela. En tout cas, la FEMIS peut vous proposer des choses, vous aider justement à prendre en compte votre enveloppe énergétique en l'identifiant déjà, parce qu'elle est fluctuante. Ensuite, ajuster la barre de performance, on en a parlé. Je change par rapport à avant, mon fonctionnement n'est plus le même, donc je vais baisser la barre pour me permettre de réussir. Changer mes repères mentaux, on l'a dit, avant,
après, d'identifier des étapes de réussite. Ça, c'est très important aussi. Mais ces étapes de réussite, je les identifie parce que j'ai ajusté pour me permettre d'avoir des étapes de réussite. Le N de neutraliser la frustration, la culpabilité et la honte. Alors, je mets ça un petit peu, c'est peut-être simple de manière de l'écrire, mais encore une fois, c'est un long cheminement qui peut être fait avec l'aide de professionnels. Et enfin, le G de garantir ma santé mentale et le respect de moi-même. Parce qu'à partir du moment où, finalement, j'accepte d'ajuster, et encore une fois, ajuster n'est pas renoncer, d'accord? Jusqu'à un certain degré, évidemment, de la maladie qui parfois, eh bien, je suis obligé d'être alité. Je n'ai pas le choix à ce moment-là. C'est d'autres process qui se mettent en place. Mais cette santé mentale, et on sait que quand j'ai la santé mentale, c'est tout, c'est cette fatigue que ça va engendrer d'être dans la culpabilisation, dans la culpabilité, dans la honte. Ça, en mettant des objectifs atteignables pour vous par rapport à votre enveloppe énergétique, va aider à un petit peu faire qu'on se sent un petit peu mieux. Voilà ce qu'on recherche. Et vous voyez que je suis dans le un petit peu et pas la prétention que d'un seul coup je vais me sentir mieux parce que et totalement mieux à 100% parce que ça prend du temps. D'accord? Et ce respect de soi-même passe aussi par le fait de dire là aujourd'hui, effectivement, je vais faire le choix de manger des surgelés et de ne pas cuisiner parce que mon enveloppe énergétique ne me le permet pas, mais je l'accepte et demain dans 1 mois, dans une semaine, j'essaierai, selon mon degré de mon enveloppe énergétique, de me cuisiner. D'accord? Donc c'est tout ce travail-là. Donc un temps de, OK, j'en suis où là, à ce moment-là, de mon enveloppe énergétique? Quel type d'activité par rapport à l'énergie physique, cognitive et émotionnelle que suppose l'activité? Dans quelle activité je peux rentrer? Et ensuite, quelle barre de performance je me donne pour vous pouvoir mener à bien cette activité. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que, OK, je me donne une barre de 5 messages. Et finalement, j'ai fait 5 messages, ça a été rapide. Ben, je me sens d'en faire un de plus. Je me sens d'en faire un autre encore. C'est pas pareil que dès le départ de se mettre 10. Voilà, sans ça, la barre de performance. Et Sandra dit effectivement voilà, c'est vrai que au jour le jour, euh, et j'allais dire même, voilà, parfois, selon la gravité de la sévérité, ben, heure par heure, minute par minute, et j'évolue, et c'est toute la difficulté. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment changer des repères mentaux, parce que le fonctionnement ne peut plus être le même. Voilà donc pour ce mot de pacing, et vous retrouverez une synthèse, hein, pour vous, faire autrement, avec un petit peu toutes les idées qu'on a pu partager pendant ce rendez-vous, des définitions, l'acronyme de pacing et puis un petit peu voilà, se faire autrement avec ces icônes qu'on a pu partager. Voilà pour moi, est-ce qu'il y a des questions, Pietro, pour les 5 minutes qui nous restent pour ce rendez-vous, le premier rendez-vous du mois d'avril? Déjà, merci énormément, Grégory, pour cette présentation et ce partage. Effectivement, ce qui est ici, je trouve, voilà, ce levier qu'on vient d'explorer ensemble est vraiment important. Pourquoi? Parce que malheureusement, la société et la maladie ne nous rappellent pas de prendre soin de soi. Et en fait, prendre soin de soi passe par tout ça, passe par le fait de s'écouter et de faire autrement. C'est-à-dire de prendre ce temps, en fait, finalement, Ce qui est intéressant ici, c'est de se mettre sur ce chemin, ce prisme, j'ai envie de dire, de comment je peux adapter. Et finalement de se poser la question à chaque fois que la difficulté, qu'elle soit symptomatique, énergétique, se présente, de dire mais là, en fait, comment je peux adapter? Pourquoi? Parce que très souvent, justement, on fonctionne par habitude, tu l'évoquais, comme avant. Si moi je reprends un exemple personnel, c'était s'habiller. C'est-à-dire que bah, pendant longtemps, je m'habillais comme avant. Puis je me suis rendu compte à un moment donné bah, qu'en fait c'était crevant pour moi de m'habiller. Je me suis juste posé et dit comment je peux faire autrement, comment je peux prendre soin de moi en faisant autrement en fait. Et c'est intéressant d'avoir cette grille de lecture. Et en fait, bah, c'est faire plus simplement.
Donc, par exemple, avoir des habits plus simples à mettre, les mettre à disposition autrement, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient dans des tiroirs en bas du sol, bah, les mettre à Mhm. hauteur sans tiroir, par exemple. Et donc finalement, c'est plus plutôt que de dire euh, comment faire, c'est plutôt de dire quelle démarche chacun et chacune peut prendre pour faire autrement. Et comme ça, petit à petit, adapter la plupart des aspects. Et encore une fois, c'est ce qui ressort et comment dire, je le dis, c'est avec bienveillance envers soi, c'est-à-dire accepter que c'est pas simple, accepter qu'il y a des jours où on a juste envie de dire, bah, il y a des jours, tout ça, on a envie de l'envoyer en l'air. Il y a des jours, bah, on a fait un pas en avant et ça, c'est chouette, c'est génial. Que parfois, malheureusement, on fait des pas en arrière. Vraiment, voilà, encore une fois, le respect de soi-même, c'est quelque chose qui est ressorti sur la fin, euh, de, euh, de se respecter et de se rappeler, je crois, c'est important, si on peut conclure sur ça, que tout ce que chacun et chacune vit avec la maladie est tout sauf simple, que c'est Mhm. complexe, que c'est difficile, que la maladie qu'est le M est une maladie complexe et qui est en plus mal reconnue, mal prise en charge, invisible, et que déjà s'occuper de soi, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je le partage ici ce soir, aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'en fait c'est le rôle normalement de la société qui est la nôtre que de prendre soin des personnes qui font société. Sinon, c'est la loi de la jungle, c'est la loi, le règne animal. Et nous, êtres humains, avons fait le choix de faire société, de prendre soin des autres, des uns et des autres. Et du coup, quand on prend soin de nous-mêmes, dans cette maladie qui est mal prise en charge, en fait, on remplit le rôle de la société. On remplit ce rôle de prendre soin de soi, et c'est un boulot plus qu'à plein temps, en fait. Il faut se rappeler que voilà, que prendre soin de soi, c'est déjà énorme, en fait, dans notre société. Se soigner, se mettre en place ce que chacun et chacune met en place est énorme et avoir du coup cette douceur envers soi, je crois, et ça a été évoqué, de se rappeler que tout ce que chacun et chacune fait, voilà, est important et est énorme. En fait, c'est beaucoup. Euh, il y a beaucoup de, voilà, de retours, de remerciements, Grégory. Euh, effectivement, d'autres éléments. Bah, écoutez, je crois qu'on peut conclure. Alors, du coup, on vous fera parvenir des ressources. Je crois que vous avez vu qu'il y a certaines ressources qui ne sont pas encore parvenues parce que bah, si je reprends la liste, il y a une pause de fête pour diverses raisons, mais voilà, on revient vers vous. Prochain rendez-vous, donc le 24 avril, et puis il s'en suivront des rendez-vous au mois de mai, notamment pour la journée internationale de l'EM. Prenez soin de vous, faites en sorte voilà, de faire les choses à votre rythme, et ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, comment je peux faire autrement et comment je peux le faire avec douceur, respect et bienveillance. Grégory, est-ce que tu as un mot de la fin à peut-être Non, transmettre? oui, un mot de la fin pour vous remercier toutes et tous pour voilà, vos gentils messages dans le chat qui me touchent parce que le but, voilà, c'est d'essayer à mon niveau de vous être utile, de venir clarifier certaines choses et si cet objectif que je m'étais donné est rempli, j'en suis ravi. Et effectivement, prenez soin de vous et la Fémis, voilà, d'une manière ou d'une autre, dans tous les différents formats que nous proposons, est là franchement pour vous accompagner et sortir d'une forme d'isolement qui peut justement entretenir toutes ces émotions désagréables qu'on a pu identifier et revoir ensemble aujourd'hui. Passez une belle journée. On vous dit à très bientôt et à très vite.